Je m'appelle Harper, j'ai 29 ans. Je tiens à mon indépendance. À ma vie privée farouchement protégée et à mon maison parfaitement silencieuse. Je n'avais jamais envisagé de jouer le rôle d'une mère. Mais ma sœur aînée et son nouveau petit ami viennent de partir pour un voyage de luxe en Europe. En me laissant négligemment sa fille de 10 ans sur le pas de ma porte pour une semaine entière. Debout dans l'entrée glaciale de ma maison à Billings, dans le Montana. J'ai regardé leur taxi s'éloigner à toute vitesse dans la rue verglacée. Juste avant de sortir dans le froid, ma sœur s'était tournée vers moi. Elle arborait un sourire glacial et calculateur. « Ne t'attache pas trop, Harper », avait-elle prévenu. « Quand je reviendrai, elle ne sera plus ma responsabilité. » La lourde porte d'entrée s'est refermée avec un clic. Elle a emprisonné le froid mordant de l'hiver dehors, laissant un silence étouffant dans mon salon. Je me suis retourné lentement. La petite fille se tenait rigidement contre le mur du couloir, serrant contre sa poitrine un sac à dos abîmé et d'apparence vide. Ses yeux fouillaient les alentours comme ceux d'un animal acculé attendant une punition. Avant même que je puisse lui indiquer la chambre d'amis. Elle a pris une respiration courte et tremblante. Elle a levé vers moi des yeux terrifiés et écarquillés. « Tante Harper » a-t-elle chuchoté, sa voix brisant à peine le silence. « J'ai un secret à te confier. Mais tu ne dois pas les laisser le savoir. » Ce qu'elle m'a révélé ensuite n'a pas seulement brisé ma vie paisible. Cela m'a glacé le sang, exposant un niveau d'avidité et de cruauté que je n'aurais jamais cru possible. Bienvenue sur notre chaîne. Si vous aimez les drames familiaux captivants et les histoires de justice ultime, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo et à partager vos impressions dans les commentaires. Restez avec nous, car vous n'allez pas croire comment ce cauchemar se termine. Juste après que la lourde porte d'entrée se soit refermée, j'ai regardé Bailey. Je me suis tenu dans le couloir silencieux et j'ai attendu le secret qu'elle venait de mentionner. Le moteur du taxi s'est éloigné dans la rue, nous laissant complètement seuls dans la maison. Bailey a entrouvert ses lèvres sèches. Elle a pris une respiration superficielle pour parler. Elle a regardé mon visage, puis la porte d'entrée verrouillée. Une vague soudaine de terreur pure a envahi ses traits pâles. Elle a fait un pas rapide en arrière. Elle a serré son sac à dos usé et dégonflé contre sa poitrine. Elle le tenait comme un bouclier physique pour parer un coup. A-t-elle balbutié. Sa voix tremblait violemment. J'allais te le dire, mais je ne peux pas. Si je le dis, ma mère le saura. Elle le sait toujours. Elle saura que j'ai parlé. Elle me détestera encore plus. Elle fixait le sol en attendant ma réaction. Elle s'attendait à ce que je crie. Elle s'attendait à ce que je lui arrache le secret de force. Je n'ai rien fait de tout cela. Je n'ai pas insisté. J'ai simplement hoché la tête une fois. Je lui ai indiqué la petite chambre d'amis au bout du couloir. Tu peux poser ton sac là-dedans. Ai-je dit. C'est ta chambre pour la semaine. Elle s'est éloignée en silence. Elle marchait sur la pointe des pieds pour éviter de faire le moindre bruit sur le plancher de bois. Le dîner de ce soir-là a été absolument étouffant. La tension dans l'air était si dense qu'on aurait pu la couper au couteau. J'ai préparé une simple assiette de spaghettis aux boulettes de viande. J'ai posé 2 assiettes sur l'îlot de la cuisine. J'ai versé 2 verres d'eau glacée. Je me suis assise sur mon tabouret et j'ai pris ma fourchette. Bailey se tenait près du bord de la cuisine. Elle ne s'est pas assise. Elle n'a pas bougé vers la nourriture chaude. Elle fixait simplement l'assiette avec des yeux grands ouverts et affamés. Ses mains restaient fermement jointes derrière son dos. Assieds-toi. Lui ai-je dit. Elle a grimpé sur le haut tabouret, en veillant soigneusement à ce que la chaise ne racle pas le sol. Elle a croisé les mains sur ses genoux. Elle gardait la tête baissée. La vapeur s'élevait des pattes, mais elle n'a pas tendu la main vers ses couverts. Son estomac a émis un long grognement creux. Elle a sursauté comme si le bruit naturel de sa propre faim était un crime. Elle a fermé les yeux en attendant une réprimande. Mange ta nourriture. Bailey.
ai-je dit. Ce seul ordre a fait basculer quelque chose dans son cerveau. Bélé a saisi sa fourchette et a commencé à manger. Ce n'était pas une manière normale de manger. C'était une consommation frénétique et désespérée. Elle fourrait la nourriture dans sa bouche à une vitesse terrifiante. Elle mâchait à peine la viande. Elle avalait de grandes bouchées entières. Ses yeux ne cessaient de se diriger vers mes mains et mon visage. Elle mangeait exactement comme un chien des rues affamé qui s'attend à ce qu'un animal plus grand lui arrache le repas à tout instant. J'ai arrêté de manger. J'ai posé ma fourchette et je l'ai simplement observée. Une enfant de 10 ans devrait se plaindre de la sauce tomate. Un enfant normal ferait des bêtises ou parlerait de son émission de télévision préférée. Bélé n'a rien fait de tout cela. Elle fonctionnait en mode pure survie. Le silence absolu dans la cuisine est devenu lourd et incroyablement sombre. J'ai tendu le bras à travers l'îlot pour attraper la salière. En bougeant mon bras, mon coude a heurté ma propre fourchette métallique posée sur le bord de mon assiette. L'ustensile a glissé du comptoir. Il est tombé vers le carrelage. Clang. Le bruit sec a brisé le silence de la pièce. Avant même que la fourchette ait cessé de rebondir sur le sol, Bélé a réagi. Elle n'a pas seulement sursauté. Elle s'est presque jetée hors du haut tabouret de cuisine. Elle a heurté le sol durement sur ses genoux. Elle a recroquevillé son petit corps en une boule défensive serrée juste sous le comptoir. Ses deux mains se sont abattues sur l'arrière de sa tête, croisant fermement les doigts pour protéger son crâne et son visage. « Je suis désolé », a-t-elle hurlé. Sa voix s'est brisée sous la panique pure. « Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. S'il te plaît, ne me frappe pas. Je vais nettoyer. Je suis désolé. » Elle hyperventilait. Tout son corps tremblait violemment contre le carrelage froid de la cuisine. Elle haletait entre ses excuses désespérées. Je suis resté figé sur mon siège. Mon cœur cognait agressivement contre mes côtes. J'ai regardé la fourchette tomber, puis ma nièce qui se terrifiait sous la table. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai fait aucun mouvement brusque. J'ai lentement reculé ma chaise. Je me suis baissé jusqu'au sol en gardant une distance de sécurité avec elle. « Bélé », ai-je dit doucement, en gardant un ton parfaitement égal. « Tout va bien. Regarde-moi. C'est moi qui l'ai fait tomber. C'est de ma faute, pas de la tienne. Tu es en sécurité ici. » Elle n'a pas déroulé son corps. Elle gardait les bras solidement enroulés autour de sa tête, se balançant légèrement d'avant en arrière. Elle se préparait à un coup physique qui ne viendrait jamais de moi. En cet instant horrible, la vérité laide est devenue indéniablement claire. Ce n'était pas le comportement d'une enfant bien disciplinée. Ce n'était pas une éducation stricte. C'était le réflexe brut et non filtré d'une enfant gravement maltraitée. Jean et Mitchell brisaient activement son esprit par la peur constante et la violence. Ma sœur était un monstre. J'étais assise sur le sol de la cuisine et je regardais cet enfant brisé trembler, réalisant que ma vie calme et indépendante était officiellement terminée. 2 jours se sont écoulés dans un silence tendu jusqu'à ce qu'à 2 heures du matin, un lundi, un bruit de froissement provenant du bureau m'ait réveillé. Je me suis redressé dans mon lit. Ma maison était toujours parfaitement silencieuse la nuit. Le bruit est revenu. C'était un froissement distinct de papier. Il a été suivi du doux cliquetis de métal contre le bois. Quelqu'un se déplaçait dans le noir. J'ai jeté mes couvertures. Je suis sorti silencieusement dans le couloir. J'ai marché sans bruit vers le son. La porte de mon bureau était légèrement entr'ouverte. J'ai poussé la porte. J'ai tendu la main et j'ai allumé l'interrupteur. Bélé a poussé un cri étouffé. Elle a laissé tomber un épais dossier manille. Il a heurté le plancher de bois avec un claquement sourd. Elle était agenouillée juste devant mon bureau. Ses petites mains fouillaient frénétiquement le 2e tiroir. C'était le seul tiroir que je ne verrouillais jamais. Il contenait mes documents financiers, mes déclarations d'impôts et mes documents de propriété les plus importants. Pendant une longue seconde, aucune de nous n'a bougé.
Nous nous sommes simplement regardés. Puis Bélé s'est complètement effondrée. Elle s'est affaissée en avant. Elle a recroquevillé son corps mince en une boule serrée sur le sol. Elle a commencé à sangloter de façon incontrôlable. Ses petites épaules se soulevaient sous une panique violente. Elle hyperventilait. Elle s'étouffait dans ses propres larmes. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas saisie. Je me suis baissé jusqu'au sol. Je me suis assise en tailleur à côté d'elle et j'ai attendu. Je l'ai laissée pleurer jusqu'à ce que sa respiration ralentisse enfin. Bélé? Ai-je dit fermement. Dis-moi exactement ce que tu cherches. Elle a fermé les yeux. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. C'est elle qui m'a forcé. Qui t'a forcé? Ma mère? A-t-elle balbutié. Le choc m'a frappé de plein fouet. J'ai exigé une explication complète. La sombre vérité a jailli d'elle en un flot précipité et terrifié. Le mois dernier, Jean était venu pour une visite surprise. Elle prétendait que je lui manquais. Elle avait emmené Bélé. Je me souvenais parfaitement de cet après-midi précis. J'étais entré dans la cuisine pour préparer du café. Pendant ces 5 brèves minutes, Jean avait glissé dans le couloir. Elle avait entraîné Bélé dans mon bureau. Elle avait pointé directement ce tiroir exact. Elle avait forcé sa fille à mémoriser l'emplacement précis. Elle m'a dit que je devais trouver les papiers avec les tampons rouges, a chuchoté Bélé. Elle fixait le sol d'un air absent. Elle a dit que Mitchell en avait besoin. Je lui ai demandé quels papiers précis ils exigeaient. Bélé a récité la liste comme un robot programmé. Jean et Mitchell lui avaient clairement inculqué ces termes pendant des semaines. Ils avaient besoin de mon numéro de parcelle. Ils avaient besoin de l'acte de propriété original. Ils avaient besoin de mes déclarations d'impôts récentes. Et surtout, ils avaient besoin de tout document officiel affichant un échantillon de ma signature. Mon esprit s'est emballé. J'ai immédiatement reconstitué leur puzzle sinistre. Mitchell prévoyait d'utiliser mon identité et mes documents de propriété. Ils voulaient demander un prêt hypothécaire frauduleux. Ils allaient vider l'équité de ma maison. Ils prendraient l'argent et me laisseraient avec une dette massive. C'était un vol de grande envergure. C'était un crime fédéral orchestré par ma propre sœur. Ils croyaient vraiment que j'étais assez aveugle pour laisser cela se produire sous mon propre toit. Ils m'ont dit de prendre des photos de chaque page, a continué Bélé. Sa voix tremblait violemment. Mitchell m'a donné un vieux téléphone. Il a dit que je devais lui envoyer toutes les photos par email avant vendredi. Si je ne les envoie pas ou si tu me surprends. Elle s'est arrêtée. Elle a enfoui son visage dans ses mains. Qu'est-ce que Jean a dit qu'elle ferait? Bélé? Elle a dit qu'elle me jetterait. La petite fille a pleuré. Elle a promis qu'elle me déposerait dans un orphelinat d'État. Elle a dit qu'elle ne reviendrait jamais. Elle m'a dit que je n'étais qu'un fardeau. Elle a dit, c'est la seule façon pour moi de payer ma nourriture. J'ai regardé l'enfant de 10 ans sangloter sur mon sol. La pure méchanceté de leur plan m'a paralysé. Ma sœur avait transformé sa propre enfant en arme. Jean et Mitchell sirotaient du vin en Europe. Pendant ce temps, cette fille terrifiée était forcée de commettre un vol d'entreprise sous la menace d'un abandon total. J'ai tendu la main. J'ai doucement refermé le tiroir ouvert. J'ai ramassé le dossier tombé. Tu n'iras pas dans un orphelinat, ai-je dit froidement. Et tu ne prendras aucune photo. Je vais les arrêter. Le lendemain matin, j'ai décidé de sortir Bélé de cette maison étouffante. Je nous ai conduits directement au plus grand centre commercial de Billings. Le trajet en voiture a été complètement silencieux. Elle était assise rigidement sur le siège passager. Elle gardait les yeux rivés à la fenêtre, terrifiée à l'idée de faire le moindre bruit. Je refusais de la laisser passer une minute de plus enfermée dans un état de pure terreur. Aujourd'hui, il s'agissait de briser ces chaînes invisibles.
Nous avons franchi les lourdes portes vitrées pour entrer dans le centre commercial animé. Je nous ai dirigés directement vers l'aire de restauration lumineuse. Je me suis arrêté juste devant une glacerie bondée. La vitrine était remplie de dizaines de bacs colorés. Bélé était restée figée derrière moi. Elle gardait une distance très sûre. Ses mains serraient le bas de son t-shirt délavé. Elle se préparait à une réprimande. « Très bien, Bélé, » ai-je dit. Je me suis tourné pour lui faire face directement. « Quel parfum veux-tu » Elle a cligné des yeux. Elle m'a regardé avec pure incrédulité. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle a regardé à gauche et à droite. Elle s'attendait à ce qu'un piège se referme sur elle. Moi, a-t-elle chuchoté. Elle a pointé un doigt tremblant vers sa propre poitrine. C'est moi qui choisis? Bien sûr que oui, ai-je répondu immédiatement. Choisis ce que tu veux. Chocolat, vanille, fraise. C'est ton choix. Elle s'est avancée lentement. Ses yeux étaient grands comme des soucoupes. Elle a examiné la vitrine pendant longtemps. Elle a étudié chaque option. Elle était absolument terrifiée à l'idée de faire un mauvais choix. Finalement, elle a pointé un doigt tremblant vers le bac à la fraise. C'était un choix simple pour une enfant de 10 ans. Pourtant, cela a semblé une victoire monumentale. On ne lui avait jamais permis d'avoir une préférence. J'en lui avais complètement retiré son droit fondamental d'exister comme une enfant normale. Je lui ai acheté une grande boule. Je l'ai regardée la manger avec une joie prudente et silencieuse. Ensuite, je l'ai emmenée dans le plus grand magasin de vêtements pour enfants que j'ai pu trouver. Les rayons étaient remplis d'équipements divers vibrants, de pulls épais et de robes colorées. Bélé s'est immédiatement recroquevillée. Elle était profondément intimidée par les lumières vives et les options infinies. Instinctivement, elle s'est dirigée vers le rayon des soldes dans le coin le plus sombre du magasin. Elle a saisi un pull gris terne. Il était facilement 3 tailles trop grand et totalement informe. Non, lui ai-je dit. J'ai doucement pris le tissu gris de ses mains. Je l'ai remis sur le rayon. Nous ne ferons pas ça aujourd'hui. Regarde dans tout ce magasin. Trouve les couleurs que tu aimes vraiment. Choisis les choses que tu as envie de porter. Elle m'a regardé. Elle a désespérément cherché sur mon visage une colère cachée. Elle n'en a trouvé aucune. Une minuscule étincelle d'espoir s'est allumée dans ses yeux. Il a fallu 20 minutes d'encouragement. Lentement, elle a commencé à toucher les tissus. Elle a sorti un manteau d'hiver rose doux. Elle a pris une paire de jeans en dénime appropriée. Elle a choisi une robe violette chaude doublée de polaire. Je l'ai emmenée dans la zone des cabines d'essayage. Je lui ai tendu la pile de vêtements. Essaie-les. Lui ai-je dit. Elle a lutté avec la fermeture éclair cassée de sa vilaine veste trop grande. Je suis intervenu pour l'aider. J'ai retiré la lourde veste de ses épaules étroites. Elle a levé les bras pour enlever son t-shirt. Elle a soulevé son t-shirt délavé de quelques centimètres seulement. Je me suis figé. Mon souffle s'est brusquement coupé dans ma gorge. Juste le long de ses côtes, je l'ai vu. C'était exposé juste au-dessus de la ceinture de ses sous-vêtements râpés et lourdement repris à la main. C'était une contusion pâle et laide. Elle jaunissait sur les bords. C'était la marque inconfondable d'une pincure dure et délibérée ou d'un coup vicieux. Le contraste saisissant entre cette blessure physique douloureuse et ses sous-vêtements pathétiques peignait un tableau horrible. Cela montrait sa réalité quotidienne derrière les portes closes. Jean et Mitchell étaient des monstres absolus. Ils l'utilisaient comme un punching ball. Je l'ai rapidement aidé à enfiler la robe violette chaude par-dessus sa tête. J'ai dû cacher ma colère intense avant qu'elle ne la fasse se refermer dans sa coquille. Bélé a lissé la polaire douce sur ses flancs. Elle s'est tournée pour faire face au miroir en pied. Elle a regardé son propre reflet pendant très longtemps. Le regard lourd et terrifié a disparu de son visage. Il a été remplacé par une lueur douce et authentique. Elle ressemblait à nouveau à une vraie enfant. Sans un mot, elle s'est détournée du miroir. Elle a marché droit vers moi.
Elle a enroulé ses petits bras solidement autour de ma taille. Elle a enfoui son visage profondément dans mon manteau. C'est la première fois que quelqu'un m'achète des vêtements neufs. A-t-elle chuchoté contre le tissu. Le dernier mur défensif autour de mon cœur s'est complètement effondré. J'ai enroulé mes bras solidement autour de ses épaules tremblantes. Je les serrai contre ma poitrine. J'ai fermé les yeux. J'ai laissé les larmes silencieuses couler sur mon visage. J'étais submergé par un instinct protecteur féroce. Je me suis promis de détruire les personnes qui lui avaient fait du mal. Le mardi après-midi, pendant que Bailey faisait la sieste, je me suis assise dans ma voiture sur l'allée et j'ai appelé mon avocat de famille, Monsieur Davis. J'ai serré fermement le volant de cuir. J'ai exposé toute la situation. J'ai expliqué la découverte de minuit dans mon bureau. J'ai détaillé le complot complexe de Mitchell et Jean pour voler mon acte de propriété en vue d'un prêt hypothécaire frauduleux. Je m'attendais pleinement à ce que M. Davis me dise d'appeler immédiatement les services d'urgence. Au lieu de cela, M. Davis m'a complètement arrêté. Sa voix était mortellement sérieuse. Il m'a administré une dose brutale de réalité juridique. Il m'a averti que le témoignage non corroboré d'une enfant de 10 ans n'avait pratiquement aucun poids devant un tribunal pénal. Les avocats de la défense interrogeraient agressivement Bailey. Ils la mettraient en pièces à la barre. Ils prétendraient qu'elle avait simplement été confuse par des conversations d'adultes. Ils soutiendraient que j'avais délibérément manipulé l'enfant pour lui voler la garde. Nous ne pouvions pas entrer dans un commissariat avec rien d'autre que le chuchotement d'une fille. Effrayée. Nous avions besoin de preuves directes et irréfutables. Nous avions besoin d'une confession enregistrée. J'ai terminé l'appel téléphonique. Une vague de pure détermination a envahi mon corps. Je suis rentré dans la maison. Je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai réveillé Bailey. Je l'ai fait asseoir à la table de la cuisine. Je lui ai expliqué exactement ce que nous devions faire. Elle était absolument terrifiée. Son corps tremblait violemment à la simple pensée de parler à sa mère. J'ai tenu ses deux mains. Je lui ai promis qu'elle était complètement en sécurité. Je lui ai dit que c'était le seul moyen de les arrêter définitivement. Elle a finalement hoché la tête. Ce soir-là, nous avons tendu le piège parfait. Nous avons placé soigneusement le téléphone prépayé bon marché de Bailey sur le comptoir de la cuisine. Nous l'avons calé contre un verre d'eau lourd. J'ai vérifié l'angle de la caméra pour m'assurer que seul Bailey était visible dans le cadre. Je me tenais plaqué contre le réfrigérateur, complètement caché dans l'angle mort. Je tenais mon propre smartphone bien stable. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement. J'ai donné à Bailey un compte à rebours silencieux avec mes doigts. 3, 2, 1. Bailey a lancé l'appel vidéo. Il a sonné 3 fois. La connexion s'est établie. Mitchell est apparu sur le petit écran numérique. Il était allongé nonchalamment sur un lit blanc immaculé dans un hôtel européen de luxe. Il tenait un verre de vin rouge sombre. Il a approché son visage de l'objectif. Il n'a pas explicitement dit les mots « acte de propriété ». Il n'a pas mentionné la banque ni la fraude hypothécaire. Il a été très prudent. Il a strictement utilisé leur code établi. Alors, a exigé Mitchell, sa voix dégoulinant d'impatience lourde. As-tu trouvé les papiers avec les sceaux de l'État? As-tu vérifié le deuxième tiroir que ta mère t'a montré? Bailey a avalé difficilement. Sa peur était entièrement réelle. Elle n'avait pas besoin de jouer du tout. Je cherche. A-t-elle répondu. Sa voix tremblait violemment. Je ne les ai pas encore trouvés. Mitchell a roulé des yeux avec une profonde irritation. Il a soupiré bruyamment. Avant qu'il puisse reparler, Jean l'a agressivement poussé hors du cadre vidéo. Le visage de ma sœur a soudain rempli tout l'écran. Ses yeux étaient grands ouverts de rage pure. La chambre d'hôtel luxueuse derrière elle contrastait fortement avec le venin hideux dans sa voix. Écoute-moi très attentivement, espèce de gamine inutile, a sifflé Jean. Elle a regardé férocement à travers l'objectif. Nous ne jouons pas avec toi.
Tu sais exactement ce dont nous avons besoin. Tu sais exactement où c'est. Si je ne reçois pas ces photos dans mon email d'ici vendredi, tu ferais mieux de préparer tes sacs poubelles. Tu ne reviendras pas chez moi. Prépare-toi à vivre dans la rue. Je te déposerai au refuge le plus proche et j'oublierai complètement que tu as jamais existé. Bélé a gémi doucement. Elle fixait le comptoir de la cuisine. Ne me déçois pas. A claqué Jean agressivement. Vendredi. L'appel vidéo s'est brusquement terminé. L'écran est devenu complètement noir. Un silence lourd a rempli la cuisine. Bélé a laissé échapper une longue respiration tremblante. Elle m'a regardé avec de nouvelles larmes qui s'accumulaient dans ses yeux. Je n'ai pas dit un seul mot. J'ai simplement regardé mon propre écran de téléphone lumineux. J'ai appuyé sur le bouton rouge d'arrêt. Le fichier vidéo s'est enregistré directement dans mon stockage cloud sécurisé. J'avais absolument tout. Le ton agressif, la mention spécifique du tiroir. La confirmation claire des documents au sceau de l'État. La menace horrible et indéniable d'abandon d'enfants. C'était le piège absolument parfait. Les preuves irréfutables étaient parfaitement enregistrées. Le vendredi après-midi. Le taxi transportant Jean et Mitchell depuis l'aéroport a tourné dans mon allée. Le véhicule s'est arrêté brusquement. Je me tenais parfaitement immobile près de la fenêtre du salon. Je les ai regardés sortir de la voiture. Ils ont nonchalamment tiré leurs valises coûteuses du coffre. Bélé se tenait complètement figé à quelques mètres derrière moi. Tout son corps tremblait violemment. J'ai tendu le bras en arrière. J'ai serré fermement son petit épaule. Je lui ai dit de rester calme et de rester exactement derrière moi. La lourde porte d'entrée s'est ouverte. Jean est entrée la première dans la maison. Elle a laissé tomber son sac de voyage de designer sur le sol. Elle s'est immédiatement lancée dans une performance faussement nauséabonde. « Oh, ma douce fille !» a crié Jean bruyamment. Sa voix a résonné dans la pièce silencieuse. Ma fille m'a tellement manqué. Elle a marché rapidement vers Bélé. Elle a enroulé ses bras autour de l'enfant dans une étreinte très maladroite et raide. Bélé n'a pas rendu l'étreinte à sa mère. Elle a gardé les deux bras rigidement collés à ses côtés. Elle fixait le mur d'un air absent. Mitchell est entré ensuite. Il n'a pas dit bonjour. Il n'a même pas regardé la fille de sa petite amie. Il a balayé le salon du regard. Ses yeux se sont dirigés droit vers le couloir, se verrouillant directement sur la porte fermée de mon bureau. Comment s'est passé le voyage, ai-je demandé froidement. Je n'ai pas proposé d'étreinte. Je me suis dirigé vers la cuisine ouverte. Laissez-moi vous apporter de l'eau à tous les deux. Je leur ai tourné le dos. J'ai tendu la main vers le placard du haut. J'ai pris 2 verres. J'ai ouvert le robinet d'eau froide. Je n'ai pas regardé l'évier. J'ai fixé directement le verre sombre et réfléchissant de la porte du micro-ondes. Jean a immédiatement abandonné son faux sourire aimant. Elle s'est éloignée de Bélé. Elle a donné un coup de coude sec à Mitchell dans les côtes. Elle a hoché le menton vers le couloir. Mitchell a hoché la tête une fois. Il s'est éloigné silencieusement du salon. Il s'est dirigé rapidement et silencieusement vers le bureau. Il croyait fermement que j'étais complètement inconsciente. Il pensait être à quelques secondes de sécuriser ses documents de prêt hypothécaire frauduleux. J'ai fermé le robinet. J'ai laissé les verres vides dans l'évier. Je me suis retourné et je suis revenu dans le salon. Je tenais un épais dossier manie fermement dans ma main droite. Mitchell avait déjà la main posée sur la poignée en laiton de mon bureau. Mitchell ? Ai-je appelé d'une voix nette. Il s'est arrêté net. Il s'est retourné lentement, collant un sourire très faux et innocent sur son visage. Je ne lui ai pas dit un mot de plus. J'ai marché directement vers la table basse en verre au centre de la pièce. J'ai levé le bras et j'ai claqué le lourd dossier sur la surface dure. Smack. Le bruit fort a fait sursauter Jean en arrière. C'est ça que tu cherches, ai-je demandé. Ma voix était complètement plate.
Elle ne portait absolument aucune peur. Mitchell a fixé le dossier jaune. Il a lâché la poignée de porte. Il est revenu lentement dans le salon. Il a jeté un regard à Jean. Jean lui a lancé un regard très confus. Mitchell a tendu la main. Il a ouvert le couvercle en carton. Il s'attendait pleinement à voir mon acte de propriété original. Il s'attendait à trouver mes déclarations d'impôts et mes échantillons de signature. Il n'a rien vu de tout cela. Il a vu une copie proprement imprimée d'une pétition de protection d'urgence. Elle était officiellement adressée au tribunal de la famille de l'État. Juste au-dessus de ce document juridique se trouvait une petite clé USB argentée. J'avais clairement étiqueté la clé avec un marqueur noir épais. Il était simplement écrit « Confession vidéo, fraude et abus ». Mitchell a pris la clé en plastique. Il a lu l'étiquette manuscrite. La couleur a complètement quitté son visage en moins d'une seconde. Sa confiance arrogante a disparu instantanément. Il a regardé le document juridique en dessous. Il a vu son propre nom imprimé à côté des mots « fraude criminelle ». Il a réalisé que le piège s'était complètement refermé. Le jeu dangereux était entièrement terminé. « C'est quoi ce bordel ?» a-t-il rugi. Il a complètement perdu son sang-froid. Il a froissé les papiers du tribunal dans son poing. « Tu nous as enregistrés ?» a crié Jean, sa voix se brisant sous la pure rage. Elle s'est précipitée en avant, visant directement Bellet. Je me suis rapidement interposé sur son chemin, la bloquant entièrement. Mitchell a juré violemment. Il a réalisé que le fichier numérique sur cette clé le mettrait en prison fédérale. Il a poussé un cri fort et furieux. Il s'est précipité directement vers moi. Il a levé son bras lourd, visant mon visage pour saisir les papiers restants. Il a violemment enfoncé son épaule dans ma poitrine. J'ai trébuché en arrière, heurtant le bord dur du canapé. Il s'est précipité vers ma gorge. Une lutte physique chaotique a immédiatement éclaté au milieu de la pièce. Juste au moment où Mitchell a balancé son bras lourd pour me repousser. Le hurlement perçant des sirènes de police a déchiré le bout de la rue. Les feux rouges et bleus ont clignoté directement à travers les fenêtres du salon. Mitchell s'est figé en plein coup. Son élan agressif a complètement disparu. Il a tourné la tête vers la vitre. La panique a envahi son visage. Avant qu'il puisse faire un pas vers la porte arrière. De lourdes bottes ont résonné sur le porche d'entrée. La porte d'entrée s'est grande ouverte. Je l'avais laissée déverrouiller exprès. 2 policiers en uniforme de Billings ont fait irruption à l'intérieur. Ils ont immédiatement sorti leurs armes. Ils les ont pointées droit sur la poitrine de Mitchell. À terre. A rugi l'officier le plus grand. À terre. Maintenant. Mitchell a hésité. Il a regardé frénétiquement autour de la pièce. Il n'avait aucune chance de s'échapper. Le deuxième officier s'est précipité en avant. Il a saisi Mitchell par les épaules. Il a claqué l'homme lourd face contre le plancher de bois. L'impact a fait trembler la table basse en verre. Mitchell a gémi de douleur. L'officier a agressivement tiré les bras de Mitchell derrière son dos. Les menottes métalliques ont cliqué sèchement autour de ses poignets. L'officier lui a lu ses droits à voix haute. Il a arrêté Mitchell pour agression aggravée et conspiration grave en vue de commettre une fraude financière. Le piège avait parfaitement fonctionné. Jean est resté figé au centre de la pièce. Elle a regardé son petit ami criminel être traîné à genoux. Son visage est devenu blanc comme un spectre. Puis ses instincts de survie se sont enclenchés. Elle s'est immédiatement lancée dans une performance théâtrale dégoûtante. Une femme sévère en costume gris strict est entrée par la porte d'entrée ouverte. Elle portait un badge officiel autour du cou. C'était une agente des services de protection de l'enfance. Jean s'est jeté vers l'agente. Elle a forcé de bruyants sanglots hors de sa gorge. En serrant les yeux pour produire de fausses larmes de crocodile. « Dieu merci, vous êtes là » a crié Jean. Elle a pointé un doigt tremblant directement vers moi. Ma sœur est folle. Elle a kidnappé ma fille. Elle nous a retenus en otage dans cette maison.
Elle essaie de voler mon bébé. S'il vous plaît, vous devez l'arrêter. Elle a joué un spectacle désespéré pour les autorités. Elle s'attendait pleinement à ce que l'agente lui remette immédiatement Bailey. L'agente des services de protection de l'enfance n'a même pas cligné des yeux. Elle n'a offert aucun mot de réconfort. Elle a regardé Jean avec pur dégoût. Elle a calmement ouvert sa mallette en cuir. Elle a sorti une épaisse pile de papiers officiels. Elle a tenu le document du dessus directement devant le visage de Jean. Jean, a déclaré l'agente froidement. Voici une ordonnance de garde protectrice d'urgence. Elle a été signée par un juge fédéral il y a exactement 20 minutes. Nous avons déjà visionné la confession vidéo que votre sœur a soumise. Vos droits parentaux sont temporairement suspendus avec effet immédiat. Jean a cessé de pleurer instantanément. Ses fausses larmes ont disparu. Sa mâchoire s'est ouverte dans un choc absolu. Le masque de mère aimante est complètement tombé. L'agente des services de protection de l'enfance a tourné la tête. Elle a fait signe à une policière qui se tenait près de la porte. L'officier a marché doucement vers le couloir. Bailey se tenait là, tremblante. L'officier s'est agenouillé. Elle a parlé doucement à la fille terrifiée. Elle a conduit Bailey avec précaution dans la cuisine adjacente pour une évaluation physique immédiate. Ils avaient besoin de documenter les contusions horribles que j'avais découvertes au centre commercial. La preuve indéniable de maltraitance physique allait être photographiée pour le tribunal. Bailey ne pleurait plus. Elle a simplement laissé l'officier soulever son t-shirt. Elle savait qu'elle était enfin en sécurité. Jean a complètement perdu la tête. Elle a réalisé qu'elle avait perdu son pion. Elle avait perdu sa chance d'obtenir l'argent frauduleux. Elle avait tout perdu. Elle a commencé à jurer violemment. Elle a crié d'horribles et vicieuses insultes contre moi. Elle s'est débattue sauvagement pour tenter de passer l'agente. Les officiers n'ont pas toléré son agressivité. Ils l'ont saisie par les 2 bras. Ils lui ont forcé les mains derrière le dos. Ils lui ont claqué une paire de menottes d'acier froid au poignet. Elle a donné des coups de pied dans le vide. Elle a craché sur le sol. Elle les a combattus comme un animal sauvage. Ils l'ont traîné de force hors de ma maison. Ils les ont fait descendre les marches de l'entrée devant mes voisins qui regardaient. La police a poussé les 2 criminels à l'arrière de voitures de patrouille séparées. Je suis resté debout dans mon salon. J'ai écouté les lourdes portières de voitures claquer. Les sirènes se sont éloignées. J'ai regardé autour de ma maison silencieuse. Un poids massif s'est enfin soulevé de ma poitrine. Le cauchemar brutal était officiellement terminé. Ma nièce était enfin libre de ses agresseurs. Après de longs mois d'enquête intense et de procès épuisants dans le comté de Yellowstone, j'ai tenu fermement la main de Bailey alors que nous sortions des lourdes portes en chêne. Le tribunal pénal de l'État venait de rendre un verdict rapide et brutal de justice absolue. L'enregistrement vidéo irréfutable a complètement détruit leur pathétique stratégie de défense en un instant. Mitchell a reçu une peine de 5 ans de prison ferme dans un établissement fédéral de haute sécurité. Il a été condamné pour conspiration grave en vue de commettre une fraude financière massive et pour agression aggravée. Jean est resté complètement figé dans sa combinaison orange vive pendant que le juge sévère lisait sa peine finale. Elle a reçu une peine obligatoire de 3 ans de prison pour mise en danger criminelle d'enfants et participation active au schéma de fraude. Ils ont tous 2 perdu immédiatement leur liberté. Des huissiers armés les ont traînés rudement vers leurs cellules froides. J'ai regardé ma propre sœur disparaître derrière une lourde porte d'acier. Je n'ai pas ressenti une seule goutte de pitié pour elle. Les procédures distinctes du tribunal de la famille ont été tout aussi décisives. Le juge-président a minutieusement examiné les dossiers médicaux étendus. Il a écouté attentivement le témoignage glaçant de l'agente des services de protection de l'enfance concernant la négligence psychologique grave. Le tribunal a prononcé une résiliation permanente immédiate des droits parentaux de Jean. Elle a perdu toutes ses revendications légales sur Bailey pour toujours. Le même juge a souri chaleureusement vers nous depuis le haut banc en bois. Il a officiellement signé les décrets d'adoption finaux.
J'ai pris le stylo noir et j'ai signé mon propre nom fermement sur la ligne pointillée. Bélé n'était plus une nièce abandonnée. Elle était ma fille légalement adoptée. Elle a fièrement pris mon nom de famille. Nous avons respiré l'air vif du Montana en tant que vraie famille indestructible. Ce jour monumental date d'exactement 2 ans. Nos vies quotidiennes sont complètement différentes aujourd'hui. Je me tenais ce matin dans l'embrasure de ma cuisine lumineuse. Un soleil éclatant se déversait abondamment à travers les grandes baies vitrées. Il illuminait toute la pièce d'une chaude lueur dorée réconfortante. Bélé était assise confortablement à l'îlot de cuisine large. Elle fredonnait un air joyeux. Elle était complètement concentrée sur une grande peinture à l'aquarelle. Des marqueurs colorés et des pinceaux étaient éparpillés de façon ludique sur le comptoir. Je me suis dirigé vers le réfrigérateur pour prendre une bouteille d'eau froide. En tendant le bras, mon coude a accidentellement heurté une lourde tasse à café en céramique placée dangereusement près du bord. Elle s'est renversée instantanément. Elle s'est écrasée bruyamment sur le carrelage dur. Il y a 2 ans, ce même son l'aurait plongée dans une grave crise de panique. Aujourd'hui, Bélé n'a pas sursauté. Elle n'a pas plongé sous la lourde table en chêne pour se cacher. Elle n'a pas jeté ses bras minces au-dessus de sa tête dans la terreur. Elle n'a pas supplié pour une miséricorde violente. Elle a simplement cessé de fredonner, a regardé les morceaux cassés et a laissé échapper un doux rire. « Je vais chercher le balai, maman », a-t-elle dit nonchalamment. Elle a sauté de son tabouret en bois pour m'aider à nettoyer le désordre. Les profondes cicatrices psychologiques guérissaient enfin correctement. La peur paralysante était entièrement partie pour toujours. J'ai souri fièrement à ma fille incroyablement courageuse. Nous avons construit une vie belle et paisible à partir d'un chaos absolu et d'une pure trahison. La vraie famille n'a absolument rien à voir avec le sang partagé ou la génétique correspondante. Le sang peut facilement créer un monstre vicieux. La famille se définit strictement par une protection féroce, une sécurité inébranlable et un amour pur. La famille, c'est la personne qui se tient fermement devant toi quand l'obscurité essaie de t'engloutir. J'ai mené une guerre brutale pour protéger cette fille. J'ai gagné absolument tout. Merci beaucoup d'avoir écouté toute notre histoire aujourd'hui. Si vous vous êtes senti profondément inspiré par ce parcours intense de justice ultime et de guérison incroyable, veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Êtes-vous fermement d'accord pour dire que la famille se construit sur une protection féroce plutôt que sur la simple biologie? Faites-moi savoir vos opinions honnêtes dès maintenant. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires de drames réels. Intense. Restez en sécurité et protégez toujours les personnes que vous aimez.